Elle était en train de couper une pomme quand elle l'a dit. D'un ton désinvolte, comme si elle commentait la météo. Ses yeux n'ont même jamais croisé les miens. Juste ce petit rictus suffisant au coin de sa bouche alors qu'elle s'appuyait sur le comptoir, le couteau tapotant contre la planche à découper. « Vas-y, déménage », lança-t-elle par-dessus son épaule comme si elle m'accordait la permission de quitter son royaume. Pas de dispute, pas de drame, juste l'efficacité froide de quelqu'un qui avait déjà décidé que je n'avais plus d'importance. Le couteau frappa la planche une dernière fois, et elle mit une tranche dans sa bouche, mâchant lentement, savourant sa propre audace. Je ne lui ai pas offert le spectacle qu'elle attendait. Pas de voix élevée, pas de supplication, pas de réplique sarcastique pour la faire lever les yeux au ciel. J'ai juste laissé le silence s'installer assez longtemps pour qu'elle lève les yeux, s'attendant à une réaction. Quand elle ne l'a pas eue, son rictus a tressailli. Je suis passé devant elle sans un mot, ma main effleurant le cadre de la porte de la chambre comme si j'essuyais ses empreintes sur moi. J'ai tiré mon vieux sac de sport de sous le lit, le même que j'avais utilisé lorsque j'avais emménagé ici des années auparavant, quand j'étais assez bien pour être accueilli dans le giron familial. Alors que je commençais à plier des chemises, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la commode. Pas en colère, même pas triste, juste calculateur. Mes yeux avaient cette même concentration intense que j'avais avant de conclure une affaire, à l'époque où je faisais encore confiance à des gens comme elle. De la cuisine, elle continuait de parler, pas à moi, mais à elle-même, assez fort pour que je l'entende. Tu étais malheureux ici de toute façon. Tu retomberas sur tes pieds. Ou peut-être pas, cette dernière partie était accompagnée d'un petit rire. Le genre qui est censé paraître inoffensif, mais qui coupe plus profondément que la cruauté pure et simple. La voix de son père résonnait dans ma tête. Le dernier Thanksgiving, il s'était penché sur la table, à moitié ivre, et m'avait dit, « Tu as de la chance d'être ici, mon garçon. Ma fille pourrait trouver mieux. » J'avais souri poliment à l'époque, gardé mon sang-froid. Je voyais maintenant qu'elle avait adopté sa philosophie sans réserve. Plus je faisais mes bagages, plus elle devenait silencieuse. Elle ne s'attendait pas à ce que j'obéisse si facilement. Dans son esprit, j'étais censé résister, me battre, prouver que je tenais assez à elle pour rester, mais je n'allais pas suivre son scénario. Ce n'était pas une capitulation. C'était une ouverture. J'ai fermé la fermeture éclair du sac, attrapé ma veste dans le placard. Elle a levé les yeux de son téléphone quand j'ai retraversé la cuisine, ses sourcils se haussant en une fausse surprise. « Tu pars vraiment ?» J'ai croisé son regard pour la première fois ce matin-là. « C'est toi qui me l'as dit. » Ma voix était égale, presque ennuyée. Elle a de nouveau souri, mais cette fois, cela semblait forcé. « Eh bien, bonne chance, » dit-elle, comme un propriétaire faisant un signe de la main à un locataire qui s'en va. Je suis sorti dans l'air froid, la sangle du sac s'enfonçant dans mon épaule, et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. L'air avait déjà un goût plus pur. Elle pensait qu'elle venait de m'effacer de son tableau. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je venais de quitter complètement son échiquier, et que j'emportais mes pièces avec moi. En descendant le chemin vers mon camion, j'ai regardé le gravier plein d'ornières sous mes bottes. Cette route avait une histoire. Moi aussi. Et dans ma poche arrière se trouvait le souvenir d'un morceau de papier auquel personne dans cette maison n'avait pensé depuis des années. Un morceau de papier avec mon nom dessus et une clause qui pouvait tout changer. Elle pensait que « déménager » signifiait « disparaître ». Pour moi, cela signifiait « se déplacer stratégiquement ». Elle venait de me pousser dans la seule position où elle n'avait jamais voulu que je sois, à l'extérieur de ses murs, tenant les clés de ses portes. L'appartement était à peine meublé, juste un lit, une table et une chaise. Mais le classeur en acier dans le coin était plus vieux que le bâtiment lui-même. Je l'avais acheté lors d'une vente de succession il y a une décennie. Son poids et ses tiroirs obstinés convenaient parfaitement au genre de document que l'on n'ouvre que lorsque le monde est sur le point de changer. Cette nuit-là, sous la lueur d'une seule lampe projetant des ombres sur la peinture écaillée, j'ai fait glisser le tiroir du bas et j'ai laissé le grincement métallique emplir le silence. L'odeur m'a frappé en premier, du vieux papier et de la poussière, le parfum de quelque chose qui avait été scellé pendant des années. À l'intérieur se trouvaient des cartes d'arpentage enroulées aux bords effilochés, des copies d'actes de propriété estampillées d'une encre bleue délavée et des contrats reliés par des trombones rouillés. Je les avais tous gardés parce que je savais qu'un jour ils pourraient à nouveau avoir de l'importance. Pas pour moi, mais contre quelqu'un d'autre. J'ai déroulé la plus grande carte, maintenant les coins avec une tasse à café et mon couteau de poche.
C'était le plan cadastral de la propriété de sa famille, chaque ligne de clôture, chaque lit de ruisseau et, surtout, la longue et étroite route de gravier qui traversait mon ancienne parcelle avant d'atteindre leur terre. La plupart des gens, en la regardant, n'y verraient qu'une route. Moi, j'y voyais la seule artère qui maintenait leur ferme en vie. Mes doigts ont trouvé l'acte de servitude de passage, plié en deux et jauni par le temps. Les signatures étaient encore nettes. Le nom de son père, tracé d'une plume épaisse, mon nom en lettres capitales en dessous, et le sceau du conservateur des hypothèques dans le coin. La date m'a sauté aux yeux, il y a 10 ans, quand ils avaient désespérément besoin de réparations sur cette route et ne pouvaient pas se payer les entrepreneurs. J'étais intervenu, j'avais payé chaque centime sous une condition très spécifique, les droits d'accès à cette route m'appartenaient. Pas partagés, pas loués, les miens. Au fil des ans, ils étaient devenus complaisants. Son père se pavanait dans les foires du comté, racontant que personne ne pouvait toucher à « notre terre », comme si le monde lui devait une bulle incassable. Ils avaient oublié que la bulle avait une valve, et que j'étais le seul à pouvoir la fermer. Je me suis adossé à ma chaise, le papier sous mes mains me semblant plus lourd maintenant. Ce n'était pas seulement un levier de pression. C'était une arme chargée qui avait accumulé la poussière en ma possession, attendant le bon déclencheur. Et aujourd'hui, elle l'avait actionné sans même le savoir. L'amertume était là, s'enroulant dans mes entrailles, mais elle était tempérée par quelque chose de plus vif. Le calcul. Elle pensait que déménager signifiait que je m'éloignais de son monde. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'une partie de son monde m'appartenait encore. Et c'était la partie dont il ne pouvait pas se passer. J'ai aplati le papier une dernière fois, traçant du bout du doigt la ligne noire et épaisse de cette route. Elle paraissait si ordinaire sur le papier, une simple bande d'encre entre deux parcelles de terre. Mais en réalité, c'était la ligne de vie pour chaque tracteur, chaque camion de livraison et chaque chargement de récolte qu'ils avaient. Et maintenant, elle était sur le point de devenir le point d'étranglement. L'accord était toujours valide. Pas d'expiration, pas de faille pour les exemptions familiales. Je m'en étais assuré à l'époque, non pas parce que je ne leur faisais pas confiance, mais parce que je savais que les gens changent. La gratitude s'estompe. Les promesses sont réécrites en faveur de l'autre personne. Le papier, cependant. Le papier se souvient exactement de ce qui a été signé. J'ai replié le document, je l'ai glissé dans un portefeuille en cuir et j'ai refermé le classeur à clé. Le clic de la serrure était final, presque cérémoniel. Il ne s'agissait plus d'une petite vengeance. Il s'agissait de prendre le contrôle d'une situation qu'elle pensait que j'avais perdue. Et d'ici le matin, je saurais exactement qui appeler pour m'aider à transformer ce vieux morceau de papier en un tout nouveau problème pour sa famille. J'avais encore la carte en main. Il ne savait tout simplement pas que la partie avait recommencé. 10 ans plus tôt, je me tenais presque au même endroit sur cette route, bien qu'à l'époque, elle ressemblait plus à un cratère qu'à du gravier. Un violent orage de printemps avait emporté la moitié de l'accès, le transformant en une tranchée boueuse capable d'avaler l'essieu d'un camion. Leur ferme perdait de l'argent. Les camions ne pouvaient pas entrer. Les livraisons de fourrage étaient retardées, et son père était au téléphone tous les jours, aboyant après le comté pour une aide qui n'arrivait jamais. J'étais plus jeune alors, encore sous l'illusion que me marier dans leur famille signifiait en faire partie. J'avais les économies d'un gros contrat que j'avais conclu cet hiver-là. Et quand j'ai proposé de payer les réparations, ce n'était pas de la charité. C'était un investissement calculé. Mais même dans la générosité, j'ai posé mes conditions. Je me souviens de l'avoir expliqué autour d'un café à leur table de cuisine. J'avancerai chaque centime. En échange, vous me transférez les pleins droits d'accès. Son père avait ri, frappant la table comme si je venais de raconter la meilleure blague qu'il ait jamais entendue. Bon sang, si c'est toi qui paies, tu peux bien posséder toute cette fichue route. Nous avons signé les papiers cet après-midi-là. Je me souviens de la façon dont le stylo de son père s'enfonçait dans le papier, comme s'il voulait que le greffier du comté ressente sa gratitude. Il n'aurait pas pu être plus heureux. Sa mère m'a même préparé une tarte le lendemain. À l'époque, ils y voyaient une bouée de sauvetage. Moi, je le voyais comme une police d'assurance. Les réparations furent terminées en quelques semaines. La route était meilleure qu'elle ne l'avait jamais été. Le gravier était épais, le drainage réparé, une surface assez lisse pour que les semi-remorques puissent passer sans se disloquer. Il ne fallut pas longtemps pour que la ferme se remette à tourner à plein régime, et avec elle, leur fierté. Une fierté si grande, en fait,
qu'elle ne laissait aucune place au souvenir de celui qui avait rendu cela possible. Les années ont passé et l'histoire qu'il racontait a changé. Ma contribution est devenue un effort familial. Puis un arrangement avec un ami, et finalement, juste une autre pièce de leur empire intouchable. Son père aimait particulièrement bomber le torse lors des événements du comté, disant à qui voulait l'entendre, « Personne ne peut toucher à notre terre. Nous sommes ici depuis 3 générations et aucun étranger n'a son mot à dire. » Je restais là, buvant, à l'écouter réécrire l'histoire en temps réel. Mais je ne l'ai jamais corrigé. Je ne lui ai jamais rappelé que la seule route d'accès était liée à mon nom dans les registres du comté. Je le laissais parler parce que je savais que les pertes de mémoire peuvent être dangereuses. Dangereuses pour celui qui oublie, et très rentables pour celui qui se souvient. Et maintenant, assis dans mon appartement avec cet acte de servitude plié devant moi, je réalisais à quel point leur oubli était profond. Ils avaient construit leur sentiment d'invincibilité sur un terrain qu'ils ne contrôlaient pas vraiment. Chaque chargement de fourrage, chaque acheteur venant inspecter le bétail, chaque récolte quittant leur propriété. Tout devait passer par cette bande de gravier. Ce n'était pas juste un accès. C'était de l'oxygène. Et je possédais la valve. Ce vieil accord, signé dans un moment de désespoir, avait vieilli comme un bon vin. L'encre n'avait pas pâli, et ma conscience de ce que cela signifiait non plus. À l'époque, je pensais que cela pourrait peut-être un jour me donner un avantage dans une affaire commerciale ou lors d'un conflit de voisinage. Je n'avais pas imaginé l'utiliser pour éventrer toute leur exploitation. Mais là encore, je n'avais pas imaginé ma femme souriant narquoisement dans notre cuisine, me disant de déménager comme si j'étais un chien errant qu'elle chassait de son porche. Leur sécurité avait toujours été mon cadeau. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était de le reprendre. Et je le ferais. Chirurgicalement, légalement, sans jamais élever la voix. Je n'avais pas parlé à Evan depuis près de 7 ans. Pas depuis que nous nous étions croisés au mariage d'un ami commun. À l'université, il était le genre de type qui pouvait sentir une opportunité comme un requin sans le sang. Tandis que je m'étais orienté vers un travail plus traditionnel, Evan avait pris son diplôme, tenté sa chance dans l'immobilier et n'avait jamais regardé en arrière. Aux dernières nouvelles, il était l'homme derrière la moitié des parcs industriels et des lotissements haut de gamme qui poussaient dans le comté. Il n'avait pas seulement de l'argent, il avait de l'influence. J'étais assis à ma petite table de cuisine, l'acte de servitude de passage posé à plat devant moi, mon téléphone à la main, mon pouce planant un instant sur son contact. Ce n'était pas le genre d'appel qu'on passe à la légère. Si j'ouvrais cette porte, il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas pour moi, et certainement pas pour eux. Puis j'ai revu son image, appuyée contre ce comptoir, me disant « Vas-y, déménage », comme si j'étais jetable. Mon pouce a appuyé sur « Appeler ». Evan a décroché à la 3e sonnerie, sa voix exactement la même, confiante, un peu amusée, comme si chaque conversation était une partie d'échecs qu'il était déjà en train de gagner. « Tiens, je pensais justement à toi l'autre jour », mentit-il avec aisance. « Qu'est-ce qui t'amène à m'appeler après tout ce temps ? » « J'ai quelque chose, dis-je, en gardant un ton neutre. Quelque chose qui te rendra très riche et qui rendra certaines personnes très malheureuses. » Cela a attiré son attention. Sa voix a changé, son intérêt s'est aiguisé instantanément. Continue. Je lui ai parlé de la route. Pas toute l'histoire, juste les faits qui comptaient pour lui. Propriété privée, seul accès légal à une grande parcelle de terre agricole. Position de choix pour exercer une pression, verrouillée par un accord sans date d'expiration. Il est resté silencieux un moment, et je pouvais l'entendre calculer à l'autre bout du fil. Tu dis que cette route est leur seule et unique voie d'accès ? Exactement. Et elle m'appartient entièrement jusqu'à ce que j'en décide autrement. Il a laissé échapper un léger sifflement. C'est intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Je veux la vendre à quelqu'un qui peut l'utiliser efficacement et discrètement. Moins nous attirerons l'attention avant que ce ne soit finalisé, mieux ce sera. Il y a eu une pause, puis le bruit de son fauteuil s'inclinant en arrière. Je connaissais ce son de nos parties de poker à l'université. Cela signifiait qu'il était prêt à tout miser, mais qu'il pensait déjà à comment augmenter le pot. Je peux m'en occuper. J'ai une SARL. On peut faire passer ça par là. Transfert propre. Personne ne saura rien jusqu'à ce que ce soit fait. Mais tu comprends bien. Une fois qu'elle sera entre mes mains, je serai créatif avec. C'est l'idée. Il a ri.
Le genre de rire qui n'augure jamais rien de bon pour quelqu'un d'autre. Très bien. Envoie-moi les détails. On va faire ça rapidement. Quand j'ai raccroché, je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais même pas vengeur. Je me sentais préparé. Il ne s'agissait pas de donner un coup de poing. Il s'agissait de mettre en place une structure si lourde que lorsqu'elle tomberait, elle écraserait tout ce qui se trouvait en dessous sans que j'aie à la toucher à nouveau. L'arme était choisie. Et le meilleur dans tout ça, ce n'est pas moi qui allais la manier. Le bureau du notaire était l'un de ces endroits que l'on pouvait manquer si l'on n'y prêtait pas attention. Coincé entre un pressing et une boulangerie fermée. Les stores à moitié baissés. Une enseigne, ouverte, délavée clignotant à la fenêtre. Parfait pour ce dont j'avais besoin. Pas de fanfare. Pas de curieux, juste un bureau, un stylo et un sceau officiel. Evan était déjà là quand je suis arrivé, assis avec cette posture détendue et prédatrice d'un homme qui sait qu'il est sur le point d'acquérir quelque chose de précieux pour bien moins que sa valeur. L'acte de servitude de passage était posé sur la table devant lui, à côté d'un nouveau contrat qu'il avait rédigé par l'intermédiaire de sa SARL. J'ai parcouru les nouveaux documents, ligne par ligne. Pas de surprise, il avait tenu parole. Chaque droit d'accès, chaque responsabilité d'entretien, chaque centimètre légal de cette route de gravier lui appartiendrait désormais. Le notaire, un homme d'une 60aine d'années aux yeux fatigués, a fait glisser les documents vers moi. Signé ici et ici. Sa voix était plate, professionnelle. Il ne posait pas de questions, ne se souciait pas de ce que cette transaction signifiait au-delà de l'encre. C'était bien. Les questions étaient dangereuses. J'ai pris le stylo et j'ai signé d'une main ferme. Mon nom est apparu en très gras. Et juste comme ça, une promesse vieille de 10 ans s'est transformée en une arme moderne. J'ai repoussé les papiers sur le bureau, et Evan a ajouté sa signature sous la mienne. Le notaire a tamponné chaque page avec le bruit sourd et lourd de son sceau, cette empreinte profonde verrouillant l'accord dans les registres du comté. Evan m'a adressé un mince sourire. Une fois que ce sera enregistré, c'est à moi. Le virement sera envoyé avant même que l'encre ne soit sèche. Fidèle à sa parole, mon téléphone a vibré avec une notification bancaire avant même que nous ayons quitté le bâtiment. La somme forfaitaire a atterri sur un compte dont elle ne connaissait même pas l'existence. Un que j'avais ouvert des années auparavant pour des projets futurs. C'était plus qu'assez pour recommencer à zéro. Mais il ne s'agissait pas de recommencer. Il s'agissait de s'assurer qu'elle ne se tiendrait plus jamais sur un sol solide. Alors que nous sortions, la lumière de fin d'après-midi projetait des ombres vives sur la rue. Evan a glissé le dossier sous son bras comme un homme portant une arme chargée, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Laisse passer une semaine, dit-il en déverrouillant sa voiture. D'ici là, ils le sauront, mais ils ne comprendront pas avant qu'il ne soit trop tard. J'ai hoché la tête, le regardant s'éloigner, les documents sur le siège passager. La rue était de nouveau calme, les stores du notaire toujours à moitié baissés, comme si rien d'important ne venait de se passer. Et c'est exactement comme ça que je le voulais. Inaperçu, sans perturbation, létal dans son invisibilité. Légalement, Evan contrôlait désormais la seule route menant à leur ferme. Chaque tracteur, chaque camion de livraison et chaque transporteur de bétail passerait entre ses mains. Et parce que je lui avais cédé cela proprement, j'étais intouchable. Si quelqu'un venait chercher la personne qui leur avait enlevé leur ligne de vie, il trouverait une société avec un avocat au discours bien rodé, pas moi. En retournant à mon camion, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas connu depuis des semaines. Ce n'était pas l'adrénaline tremblante d'une dispute enflammée. C'était la satisfaction tranquille de placer la dernière pièce d'un puzzle que je construisais depuis une décennie. La mèche était allumée. Ils ne savaient simplement pas encore que le feu rampait vers eux. 3 jours plus tard, la première onde de choc a frappé. Un camion de livraison de fourrage, l'un de ces longs semi-remorques chargés de palettes de céréales, a remonté la route de gravier vers la ferme, comme il l'avait fait toutes les 2 semaines depuis des années. Mais cette fois, il n'a pas dépassé la lisière des arbres. Une toute nouvelle barrière en acier bloquait le passage, le genre que l'on voit garder une zone industrielle, pas un chemin de campagne. Il y avait une petite guérite à côté, occupée par un gardien trapu en veste sombre, un presse-papier à la main. Le chauffeur s'est penché par la fenêtre. La barrière est fermée. Qu'est-ce qui se passe? Le gardien a tourné une page sur son presse-papier. Nouvelle propriété. Route privée désormais. Péage exigé avant d'entrer. Le chauffeur a ri,
pensant que c'était une blague. Ouais, c'est ça. Laissez-moi passer. J'ai un planning à respecter. Pas de péage, pas d'entrée, a dit le gardien d'un ton sec, en s'approchant. Votre entreprise aurait dû être prévenue. Il n'a fallu que 10 minutes pour que l'appel atteigne la ferme. Son père, déjà méfiant dès que quelque chose perturbait sa routine, est sorti en trombe, le manteau à moitié enfilé, en marmonnant des jurons. Il a conduit lui-même jusqu'à la barrière, la poussière s'élevant derrière son camion. Vous ne pouvez pas bloquer cette route. C'est notre terre, aboya-t-il avant même que le gardien puisse le saluer. Le gardien n'a pas bronché. Monsieur, la route est maintenant la propriété privée de Redline Développement SARL. Vous devrez discuter avec eux de l'accès continu. Les registres du comté ont été mis à jour la semaine dernière. La voix de son père s'est élevée. Les registres du comté? Cette route est dans notre famille depuis des générations. Les yeux du gardien sont restés fixés sur son presse-papier. Pas selon l'acte de servitude de passage enregistré. Je suis juste ici pour faire appliquer ce qui a déjà été signé. Ce fut le premier moment, juste un vacillement, où l'on m'a dit que sa confiance s'est fissurée. Il s'est rendu directement à son bureau en ville et a appelé le greffier du comté, exigeant qu'il corrige l'erreur. La réponse du greffier fut polie, mais définitive. La transaction était légitime, enregistrée et irréversible sans le consentement du propriétaire actuel, Redline Développement. Cet après-midi-là, le camion était toujours garé sur le bord de la route, le chauffeur appuyé contre le capot, fumant en attendant les instructions. Les ouvriers agricoles ont commencé à chuchoter sur ce que cela signifiait. Quelques-uns se souvenaient que mon nom figurait sur de vieux papiers. La plupart n'ont pas encore fait le lien. À la ferme, elle se tenait sur le seuil, regardant son père faire les 100 pas. Elle n'était pas inquiète. Pas encore. Elle pensait que c'était une sorte de cafouillage bureaucratique, à un coup de fil près d'être résolu. Mais lui savait mieux, même s'il ne le disait pas à voix haute. Il avait déjà eu affaire à des promoteurs. Les promoteurs n'achètent pas quelque chose à moins de prévoir d'en extraire chaque goutte de valeur. Et s'il contrôlait la seule route, cette valeur allait provenir directement de sa poche. Ce n'était pas encore de la peur, juste de l'agacement et un malaise. Mais le malaise se propage. Et une fois qu'il a pris racine, il ne lâche plus. Le lendemain matin, le malaise s'était calcifié en quelque chose de plus dur. Son père a convoqué tout le monde dans la salle à manger de la ferme. Frères et sœurs, conjoints, même le cousin qui ne se montrait que lorsqu'il sentait de la nourriture gratuite. La longue table en chêne était couverte de papier, d'imprimés du registre du comté, de photographies de la nouvelle barrière et d'une copie de la grille tarifaire que Redline Développement avait envoyée par coursier. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. C'est de l'extorsion, aboya-t-il, frappant la table de sa paume si fort qu'une tasse de café a tremblé. Aucun étranger ne va nous étrangler sur notre propre terre. Son frère a marmonné quelque chose comme « on n'a qu'à forcer le passage ». Mais son père lui a lancé un regard assez vif pour couper du verre. Et se faire arrêter pour violation de propriété. C'est exactement ce qu'il voudrait. L'avocat de la famille, un homme qui était sur leur liste de paix depuis des décennies, était assis tranquillement au bout de la table. Quand son père s'est finalement tourné vers lui, exigeant des options, l'avocat s'est raclé la gorge et a fait glisser un dossier. À l'intérieur se trouvait une photocopie du contrat de servitude. Le sceau du comté, aussi brillant que le jour où il avait été déposé. Voici le problème, dit l'avocat d'une voix égale. Ce n'est pas une erreur et ce n'est pas de l'extorsion. C'est parfaitement légal. Celui qui a vendu ça, il tapota le haut de la page, avait tout à fait le droit de le faire. L'acheteur possède maintenant le contrôle total de la route. La voix de son père a tonné. Alors, on les poursuit en justice. On les traînera devant les tribunaux jusqu'à ce qu'ils nous supplient de la leur racheter. L'avocat n'a même pas levé les yeux. Vous perdrez. La formulation est inattaquable. Il a été signé volontairement et n'a aucune clause d'expiration. Il est aussi valide aujourd'hui que le jour où il a été rédigé. Il a marqué une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. Votre seule option réaliste est de négocier, ce qui, à en juger par cette grille tarifaire, ne sera pas bon marché. La grille était brutale. Un forfait pour chaque véhicule entrant ou sortant, plus des surcharges d'entretien qui grimpaient en flèche pendant les mois de récolte. Sa belle-sœur a chuchoté les calculs. Des chiffres qui, sur une saison, pourraient dévorer leurs bénéfices.
Son père faisait les 100 pas, la mâchoire serrée, marmonnant que « personne ne nous fait ça ». Mais plus il fulminait, plus il devenait clair pour tout le monde dans la pièce qu'ils étaient piégés. Chaque balle de foin, chaque camion de fourrage, chaque tête de bétail devait passer par cette barrière. Et chaque fois, Redline s'enrichissait. Elle était assise près de la fenêtre, les bras croisés, les yeux allant des papiers à son père. Elle n'a toujours pas prononcé mon nom, mais je pouvais le voir sur son visage. Elle commençait à se poser des questions, et c'était bien. Se poser des questions signifiait que la graine avait été plantée. La réunion a duré des heures, mais à la fin, la conclusion était inévitable. Ils pouvaient soit payer les péages, soit regarder la ferme dépérir. Personne n'aimait ça, mais personne n'avait de meilleure réponse. C'était la première fois de sa vie que son père était acculé sans un seul coup à jouer. Et je n'étais même pas encore dans la pièce. Il était presque minuit quand on a frappé à la porte. Pas le coup discret d'un voisin ni le martèlement rythmé d'une livraison. C'était sec, insistant, urgent. Je savais déjà qui c'était avant même d'atteindre la porte. Elle se tenait dans le couloir sous la faible lumière jaune, les cheveux attachés en un chignon désordonné, un manteau jeté sur son pyjama. Ses yeux étaient écarquillés, non pas de surprise, mais de cette sorte de colère agitée qui brûle d'autant plus fort qu'elle est contenue. Elle n'a pas attendu d'invitation. Elle s'est avancée jusqu'à être à quelques centimètres de moi, son souffle rapide dans l'air froid. « C'est toi qui as fait ça. » Sa voix n'était pas une question. C'était une accusation, un verdict qu'elle avait déjà rendu. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte, laissant le silence s'étirer. Son regard parcourait mon visage, cherchant le moindre tressaillement de culpabilité, un signe qu'elle m'avait pris la main dans le sac. Je ne lui ai rien donné. Quand j'ai finalement parlé, mon ton était presque conversationnel. Tu m'as dit de déménager. J'ai laissé les mots s'installer, puis j'ai ajouté, j'ai simplement déplacé ma propriété. Pendant un instant, quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la reconnaissance, peut-être même de la compréhension, mais cela a été rapidement noyé dans la colère. Tu vas tout gâcher, siffla-t-elle. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à ma famille? J'ai failli rire. Ma famille. Pas notre famille. Elle n'avait pas utilisé ce mot pour moi depuis des mois. Et maintenant, elle s'attendait à ce que ça me pique. Elle a changé de tactique. Sa voix s'est adoucie, ses lèvres tremblant dans une performance qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Ça ne doit pas se passer comme ça. On peut parler. On peut trouver un arrangement. Juste toi et moi. Je l'ai observée, presque curieux de voir si elle pousserait le jeu plus loin. Quand elle a réalisé que la douceur ne fonctionnait pas, elle est revenue à la fureur. Tu es pathétique. C'est mesquin. Tu vas le regretter. Ces mots ont frappé l'air et sont tombés à plat. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. J'ai simplement reculé et posé ma main sur le bord de la porte. Bonne nuit. Son visage s'est crispé, un mélange d'incrédulité et de frustration alors que la porte commençait à se refermer. Elle n'a pas avancé pour l'arrêter. Elle est juste restée là, respirant fort, jusqu'à ce que le loquet clique et que le monde de mon côté du bois redevienne silencieux. Je suis resté un moment, les mains toujours sur la porte, sentant le poids de ce qui venait de se passer. Pas de culpabilité, pas de triomphe, juste un calme profond et constant. Elle était venue ici en s'attendant à négocier, menacer ou me faire honte pour que j'annule ce qui était déjà enclenché. Au lieu de cela, elle était repartie avec la confirmation qu'elle craignait le plus. Je ne bluffais pas. Dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le transfert de propriété, les péages, la barrière verrouillée, ce n'étaient que des mécanismes. Le vrai coup avait été porté ce soir, dans cette étroite bande de couloir où elle m'avait regardé dans les yeux et avait vu que j'en avais fini de jouer à son jeu. Et il n'y a pas de péage assez élevé pour racheter ça. La deuxième semaine, le rythme de la ferme avait changé, pas comme les saisons changent, mais comme une machine qui s'arrête brutalement quand on retire un engrenage crucial. Les camions de fourrage ont été les premiers à cesser de venir. Les chauffeurs refusaient de payer les péages, et les entreprises pour lesquelles ils travaillaient ne voyaient pas le profit à se lancer dans une bataille juridique pour un seul client. Sans fourrage, le bétail s'est amaigri. Sans livraison, les plannings se sont effondrés. La troisième semaine, les acheteurs de produits ont commencé à se retirer de leurs contrats. Quelques-uns ont invoqué des difficultés logistiques, mais tout le monde connaissait la vérité.
Personne ne voulait payer des frais de transport gonflés juste pour traverser une bande de gravier. Les cultures qui avaient fait leur fierté, des rangées de légumes et de céréales destinées au marché, ont commencé à dépérir. L'odeur de pourriture flottait dans le vent, faible d'abord, puis inévitable. Les appels téléphoniques sont devenus plus frénétiques. Je n'ai répondu à aucun d'eux, mais les nouvelles vont vite dans une si petite ville. J'ai appris par une connaissance commune que son père s'était rendu à la banque 2 fois en une semaine, chapeau à la main, pour essayer de restructurer des prêts. La banque avait écouté, poliment bien sûr, puis avait suggéré l'impensable, hypothéquer la ferme. Ils l'ont fait, et même cela ne servait qu'à payer les factures d'électricité et le strict minimum des péages, espérant tenir jusqu'à ce qu'un miracle desserre le nœud coulant. Mais Evan n'avait aucune intention de desserrer quoi que ce soit. En fait, il l'a resserré. Au début de la 4e semaine, Redline Développement a envoyé une nouvelle grille. Les tarifs de péage ont augmenté de 20%, avec une surcharge saisonnière supplémentaire qui coïncidait justement avec leur période de récolte. La fureur de son père était légendaire, mais la fureur ne fait pas avancer les camions sur une route qu'ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser. Chaque jour où la barrière restait fermée était un autre jour où la ferme perdait de l'argent. Et perdre de l'argent est une mort lente et humiliante pour des gens qui ont passé leur vie à croire que leur seul nom les rendait intouchables. Je suis passé une fois près de la propriété, pas assez près pour être vu, mais assez pour voir les champs, les remorques à moitié chargées à l'arrêt, les piles de caisses qui ne verraient jamais un marché. Je n'ai pas ressenti une vague de triomphe. Pas exactement. Ce que j'ai ressenti était plus froid, plus constant, une satisfaction mesurée dans la façon dont un problème se résout de lui-même une fois que vous cessez d'essayer de le régler pour quelqu'un qui n'a jamais mérité l'aide en premier lieu. J'ai repensé au jour, il y a 10 ans, où j'avais signé cet accord de servitude. Je leur avais offert la sécurité sur un plateau d'argent. Ils m'avaient remercié, puis oublié. Maintenant, je l'avais reprise, et ils se souvenaient en temps réel à quel point ils avaient dépendu de quelque chose qu'ils pensaient ne jamais pouvoir disparaître. Et le meilleur, c'est que je n'avais pas élevé la voix, pas intenté de procès, ni mis les pieds sur leur terre. Tout ce que j'avais fait, c'était de transférer un morceau de papier de mon nom à celui de quelqu'un d'autre. Le reste, la pourriture, les silos vides, les factures impayées n'étaient que la gravité faisant son travail. Leur empire ne s'effondrait pas en un seul effondrement spectaculaire. Il se vidait lentement de son sang, à la vue de tous, sans que personne ne veuille intervenir pour l'arrêter. Et j'avais l'intention d'en regarder chaque goutte. C'était un jeudi après-midi, le genre de jour où le monde semble à moitié endormi. J'avais pris une table dans un coin d'un petit café du centre-ville, le genre avec des tables en bois rayé et le sifflement constant de la machine à expresso. J'en étais à la moitié de ma 2e tasse quand mon téléphone a vibré. Un de mes amis, quelqu'un qui vivait encore près de la ferme, avait envoyé un message court, presque jubilatoire. Le père de ton ex vient de débarquer chez elle en hurlant. J'ai répondu par un simple « à quel sujet ?», mais avant même que les 3 points de sa réponse n'aient disparu, un autre message est arrivé. Des témoins ont dit que son visage était rouge, les veines sur le point d'éclater, criant « sais-tu ce qu'il vient de faire ?» Entendu depuis le porche d'en face. Je me suis adossé à ma chaise, laissant l'image se former dans mon esprit. Son père, ce patriarche a la volonté de faire qui se moquait autrefois de l'idée que je puisse influencer son monde, faisant maintenant rage chez elle, crachant les mots comme un homme qui avait enfin réalisé à quel point il s'était fait avoir. Par la fenêtre du café, la circulation passait paresseusement, les gens vaquant à leurs occupations sans savoir qu'à quelques kilomètres de là, tout un héritage familial était en chute libre. La récolte avait échoué. La banque tournait autour. Et la nouvelle grille tarifaire de Redline avait rendu même les plus petites livraisons financièrement absurdes. La route dont ils se vantaient autrefois, celle qu'ils pensaient que personne ne pourrait leur prendre, était maintenant la chose même qui les étouffait à mort. Et ils ne pouvaient pas m'en tenir responsable. J'ai sorti à nouveau mon téléphone, non pas pour répondre à mon ami, mais pour ouvrir mon application bancaire. Le solde s'est affiché, plus important qu'il ne l'avait été depuis des années. Le virement de la vente était toujours là, intact. Un rappel que tout cela avait été fait sans lever la main une seule fois dans un geste de colère. Pas de procès, pas de dispute, juste des signatures, des tampons et un transfert de pouvoir silencieux. Le barista est passé pour remplir ma tasse de café, et j'ai aperçu mon reflet dans la surface sombre du liquide. Calme, sans hâte. Il n'y avait plus de montée d'adrénaline maintenant. Pas de vague de victoire déchaînée. C'était mieux. C'était le contrôle. Chez elle,
j'imaginais la scène. Elle essayant d'expliquer à son père qu'elle n'avait pas su, qu'elle ne pensait pas que je serais capable d'un tel coup. Lui, rugissant en retour, sachant pertinemment qu'aucune de ses excuses n'avait d'importance. La terre était à eux, mais la ligne de vie avait disparu. Définitivement. Et j'avais tout fait sans même mettre un pied dans leur allée. J'ai pris une lente gorgée, laissant l'amertume du café se mêler à la douceur du moment. Ce n'était pas le genre de vengeance dont on crie sur les toits. C'était le genre que l'on construit patiemment, brique par brique, jusqu'à ce que l'autre côté réalise, trop tard, que les murs se referment. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai laissé un généreux pourboire sur la table. Non pas parce que je célébrais, mais parce que le travail était fait, le livre était fermé, et je pouvais sortir dans la fraîcheur de l'après-midi en sachant une simple vérité. Ils passeraient le reste de leur jour à essayer de défaire ce que j'avais fait, et ils n'y arriveraient jamais. Silencieux, permanent et parfaitement légal.